Bonjour à tous et merci, à tous d'être présents aujourd'hui. Donc on est là pour, un webinaire qui s'intitule «Le recrutement au cœur de la stratégie RH», qui est proposé par Adank Talent Management et qui est présenté donc par Amandine Bunicourt et Yamina Covin. Alors donc aujourd'hui, je suis accompagnée donc, de 2 intervenantes qui est donc Amandine Bunicourt, qui est CEO et cofondatrice d'Adoc Talent Management et Yamina Covin qui est donc la responsable du pôle recrutement du bureau parisien et qui est également formatrice. Et donc Amandine et Yamina interviendront toutes les 2 au cours de ces webinaires et se présenteraient peut-être plus en détail, si elles le souhaitent au moment de leur partie. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je me permets juste d'introduire Adoc Talent Management pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc nous sommes un cabinet de conseil en recrutement qui est spécialisé sur le doctorat. Nous avons une triple activité, une activité de recrutement et de conseil RH, une activité de formation où nous intervenons notamment au sein des écoles doctorales, mais aussi au niveau des entreprises. Et nous avons également une activité de recherche, innovation et études où nous avons créé depuis 2021 le premier laboratoire interdisciplinaire sur le doctorat qui, comme le nom l'indique, a pour objet d'étude le doctorat. Et c'est la synergie entre ces 3 activités, qui nous permet de nous, positionner, sur des questions de stratégie RH, que nous allons aborder, cet après-midi. Alors un mot rapide sur notre service de recrutement et de conseil RH, donc ce service est vraiment là pour conseiller les entreprises dans le développement RH, mais aussi de les accompagner pour recruter les meilleurs talents docteurs. Alors on on intervient sur des postes de R&D, hors R&D et aussi et qui vont jusqu'au C-level. La particularité aussi, c'est que nous avons 3 bureaux. Donc nous avons le bureau principal qui est à Paris, nous en avons un à Bruxelles qui couvre la partie Belgique, Benelux, Belgique, Luxembourg, et un bureau également à Montréal qui couvre la partie Amérique du Nord. Ce webinaire est donc en 3 parties. La première partie donc qui va être animée par Yamina Covin, où elle va revenir en fait sur les étapes clés d'un processus de recrutement. Puis dans un second temps, Amandine va, parler en tout cas de la gestion des talents dans un contexte axé sur l'innovation. Et ensuite, nous aurons un temps de questions, réponses où vous serez amenés à poser vos questions si vous en avez. Vous pouvez tout à fait au long du webinaire les poser directement dans le chat si vous avez peur de les oublier et nous y reviendrons à ce moment-là. Voilà pour la partie introductive et donc on va pouvoir commencer, sur la première partie avec Yamina. Yamina, je te laisse la main. Merci beaucoup Floriane. Bonjour à toutes et à tous. Donc pour la présentation, je suis donc Yamina Covin. Je suis donc responsable du recrutement et formatrice au sein du cabinet Adoc Talent Management que j'ai rejoint il y a 3 ans et demi maintenant. J'ai un parcours, donc j'ai un master RH, j'ai un parcours de plus de 15 ans dans le recrutement, essentiellement dans les cabinets de recrutement. Et je suis également coach en gestion de carrière et insertion professionnelle. Et donc, voilà, donc je suis ravie de pouvoir faire ce webinaire notamment sur la partie liée au processus de recrutement. Floriane, je veux bien que tu puisses diffuser, faire passer les slides, donc je te remercie. Alors, ce qui est important dans la partie, dans la notion de recrutement, c'est vraiment la relation entre le recrutement et la stratégie RH. Il est important vraiment de pouvoir adapter les méthodes de recrutement aux objectifs long terme de l'entreprise. Les objectifs de long terme qui peuvent vraiment varier en fonction de plusieurs critères, que ce soit la taille, le secteur d'activité, sa mission, ses valeurs. Et ces objectifs long terme, ils peuvent être, par exemple, tout ce qui est autour de la croissance durable, ce qui est autour de la notion d'innovation en tant que telle, de rentabilité financière, mais également tout ce qui tourne autour de l'expansion internationale. Ça peut être vraiment tout ce qui est RSE, tout ce qui est culture d'entreprise. Donc, c'est extrêmement varié. Et donc, il faut nous assurer qu'aujourd'hui, chaque recrutement puisse vraiment contribuer à la réalisation des objectifs stratégiques et d'anticiper les compétences. C'est nécessaire parce que, in fine, il faut pouvoir répondre aux défis futurs, les évolutions de marché et de pouvoir bien recruter en conséquence. Et donc, il y a toute une partie qui sera nécessaire à la sélection des candidats, notamment pour le renforcement de la culture d'entreprise et surtout favoriser un environnement de travail qui soit propice à la réussite.
Alors, on va valoriser au plus haut niveau d'expertise la capacité d'innovation des docteurs. C'est essentiel, effectivement, pour stimuler et améliorer le processus. Ça renforce aussi l'innovation et la compétitivité de l'entreprise, et notamment tout ce qui tourne autour de l'innovation des docteurs. Ça peut se traduire par tout simplement l'esprit critique, l'esprit analytique que développent les docteurs lors de la thèse et après, mais également toute la partie résolution de problèmes, également la créativité des docteurs, l'autonomie des docteurs, tout ce qui tourne autour des collaborations interdisciplinaires et puis l'accès au réseau, des ressources et au réseau. Donc voilà, donc c'est important vraiment de valoriser ces niveaux d'expertise. Alors, le recrutement, on l'a tous compris, c'est un enjeu crucial. Alors, évidemment, puisque derrière la notion de recrutement, il y a aussi il y a tout ce qui tourne autour c'est un investissement en fait. C'est un investissement autant en temps, en argent, et également c'est se dire qu'on va se donner les moyens. Alors, et qu'on va donner à un inconnu quelque part des responsabilités et qui vont vraiment impacter l'entreprise. C'est important, du coup, de vraiment se donner les moyens pour trouver le candidat adéquat. Donc, il y a vraiment tout un processus d'étapes qu'on va illustrer tout à l'heure, mais qui sont essentielles pour pouvoir justement trouver le candidat qui va s'aligner aux attentes, aux besoins de l'entreprise. Et donc, ne pas hésiter, effectivement, à échanger avec les différentes parties prenantes dès la définition du besoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est essentiel aujourd'hui d'impacter et d'intégrer vraiment toutes les parties prenantes sur les étapes du recrutement. Et donc, les conséquences de l'échec d'un recrutement peuvent être importantes. C'est vrai que un échec, alors j'attire votre attention sur l'échec du recrutement, ça peut vraiment mettre en danger une entreprise. Un mauvais recrutement peut avoir des conséquences néfastes sur plusieurs sujets. Ça peut être, c'est le coût financier, on l'a dit tout à l'heure, c'est un investissement en temps et en argent, mais les coûts financiers, la perte de productivité, également un impact sur le moral des équipes. C'est important de jauger tout ça. Ça peut accentuer un turnover, ça peut jouer vraiment sur l'image et la réputation de l'entreprise, des pertes d'opportunités commerciales ou tout simplement un climat organisationnel qui va être défavorable. Et donc, il est essentiel vraiment de vraiment prendre toutes les étapes dans leurs ensembles, vraiment pour s'assurer d'avoir à bord un candidat qui soit vraiment aligné. Alors, effectivement, le besoin est plus que primordial, il faut le comprendre, il faut avoir une bonne compréhension des besoins de l'entreprise. Et donc, il faut pouvoir bien évaluer les compétences actuelles, identifier les compétences manquantes. Alors, c'est crucial pour la future stratégie de l'entreprise et de fait, de comprendre vraiment comment les évolutions technologiques et les tendances de l'entreprise vont influencer sur les besoins en compétences futures. Et recruter des individus dont les compétences et les valeurs sont en harmonie, évidemment, encore une fois, avec la vision long terme de l'entreprise. La compréhension du besoin de l'entreprise, elle est plus qu'essentielle. Elle est extrêmement importante, elle est très amont, en fait, dans le processus. Et là, on a un vrai rôle. Il est important que vous ayez un vrai rôle avec vos opérationnels, avec les prestataires externes qui vont vous aider à recruter, et donc de pouvoir bien comprendre le besoin. Alors, il faut évidemment favoriser une culture du travail qui va s'adapter aux changements stratégiques. Grâce à un alignement, comme on l'a bien compris, des compétences internes avec les exigences externes, des équipes alignées sur les objectifs sont plus à même de soutenir évidemment les initiatives de croissance et d'expansion de l'entreprise et donc répondre aux enjeux à long terme. Et puis, des employés, effectivement, dont les aspirations vont correspondre aux objectifs de l'entreprise et qui seront susceptibles forcément de s'engager à long terme et ça réduit les aspects de turnover et de coûts associés. Et donc, il faut vraiment insister sur cette analyse des compétences qui sont nécessaires à l'avenir pour l'entreprise. Alors, de quelles compétences avez-vous vraiment besoin? Alors, on est vraiment sur des compétences constantes qui sont liées au métier et constantes sur deux aspects, je dirais. Donc, constantes dans le temps.
Donc, on est vraiment sur des compétences qui vont être pertinentes et qui vont être demandées vraiment sur une longue période et qui sont souvent les fondamentales, qui sont celles qui sont aussi intemporelles, comme par exemple la communication, la résolution de problèmes, on y reviendra tout à l'heure, hein, la pensée critique, la collaboration, etc. Et puis des constantes également qui sont face au changement, des compétences vraiment dans un contexte d'environnement professionnel qui évolue vite, où les compétences pourraient être les capacités d'adaptation, d'apprendre de manière continue et voilà, donc l'apprentissage autonome, la flexibilité, l'adaptabilité, la curiosité intellectuelle également. Vous avez alors je reviens juste sur la slide précédente, toutes les variantes aussi qui sont liées à l'organisation, la culture d'entreprise. Et dans tous les cas, eh bien, il est nécessaire de faire son état des lieux pour chaque poste. Alors, les compétences. Alors, qu'est-ce qu'on recherche aujourd'hui et qu'est-ce que vous recherchez chez les candidats PhD? Alors, le diagnostic, hein, il est personnel, hein, donc il y a quelques constantes pour réillustrer un petit peu ce qu'on vient de dire, mais c'est tout ce qui tourne autour de l'autonomie, de la curiosité, les capacités d'apprentissage, on l'a vu il y a quelques instants, les capacités à s'interfacer vraiment avec des acteurs externes, la polyvalence, le sens de l'organisation, la communication, on l'a vu tout à l'heure. En tout cas, l'objectif, c'est de se dire, voilà, donc aujourd'hui, c'est comment peut-on attirer les candidats ayant ces caractéristiques. Alors, et du coup, effectivement, comment on peut attirer des candidats PhD ayant les atouts qu'on cherche? Il est nécessaire d'être au clair avec les motivations, les aspirations qui sont personnelles aux individus, bien entendu. C'est une étape essentielle pour nous dans l'évaluation. Les principaux facteurs, effectivement, de motivation des candidats sont très variés. On le voit à chaque fois qu'on échange avec des candidats. Ce qui est important, c'est vraiment l'aspect innovant des projets, des technologies, des produits, des usages. C'est tout ce qui tourne autour de l'envie d'accompagner une belle aventure humaine, hein, un environnement de travail qui va être dynamique. Ce qui est aussi très prisé, c'est tout ce qui tourne autour du sens, en fait, la recherche du sens, des valeurs, de l'envie de faire vraiment la différence et d'avoir des résultats concrets. C'est également c'est la possibilité de ne pas être externe, d'être enfermé, excusez-moi, dans une case trop restreinte et donc qui propice à la création, à faire émerger des idées innovantes et l'envie évidemment d'apprendre, d'évoluer aussi rapidement, de prendre des responsabilités et de participer à des projets de bout en bout. En tout cas, ce sont souvent les facteurs de motivation des docteurs qui sont mis en avant et la possibilité évidemment d'interagir avec des structures académiques au sein du réseau. Alors, la question, c'est de se dire aujourd'hui, en fonction de ces éléments-là, c'est à quelle motivation l'entreprise est-elle en mesure de répondre? Et donc, c'est important de se dire que qu'est-ce qui va rendre l'environnement de travail et le poste que vous avez à proposer de manière unique et attractive? Eh bien, c'est la proposition de valeur. C'est la proposition de valeur que vous allez proposer et qui fera écho chez le docteur, en tout cas pour les candidats qui vont répondre à une problématique d'entreprise et qui seront alignés pour vous accompagner dans le projet d'entreprise. Et le périmètre de poste, quel périmètre de poste, quelles interactions, etc. Donc, ces éléments qui sont bien à mettre en évidence et qui permettront un bon alignement entre les attentes d'un docteur et celles de l'entreprise. Alors, le processus de recrutement, c'est de se dire que on est sur l'évaluation, c'est l'importance d'un poste et son environnement. Donc, c'est l'importance d'une approche vraiment qui sera équilibrée entre compétences techniques et soft skills. Alors, c'est vraiment l'idée de s'assurer de manière globale que le candidat va posséder les compétences et les qualifications et toutes les caractéristiques nécessaires pour réussir dans le poste spécifique. Donc, il y a un vrai alignement, une vraie adéquation du poste à son environnement.
Donc voilà, donc on recherche des collaborateurs qui soient compétents et motivés, et de se dire aussi, mais qu'est-ce que je recherche et comment je vais évaluer cette adéquation. Donc voilà, donc pour toutes les organisations, c'est de se dire aussi que là, l'idée, c'est quand on recrute un collaborateur, c'est que ça a un coût. Voilà, c'est un coût et c'est un risque. Et l'objectif des chacun, c'est de se dire qu'on va minimiser ce coût. Et donc là, l'idée, c'est bien que se dire que bien que le processus de recrutement soit pensé pour limiter ces risques, il existe malheureusement toujours des incertitudes et plusieurs facteurs qui peuvent vraiment influencer soit une réussite forcément ou un échec du recrutement. Et donc, il est nécessaire, encore une fois, d'être très conscient de toutes ces étapes qu'il ne faut pas négliger, qui va être vraiment de toute l'étude du besoin du recrutement et de la rédaction du profil de poste, qui est plus qu'essentiel, puisque c'est vraiment nous assurer, alors que ce soit un prestataire ou en interne, qu'on a bien compris avec les opérationnels le besoin, les enjeux, les facteurs d'attractivité et d'autres éléments qui vont vraiment nous permettre de clarifier le besoin et le profil de poste. Ensuite, on va vraiment rechercher les candidats. Donc, c'est vraiment regarder en interne ou en externe via voilà, une annonce ou des méthodologies de type approche directe pour pouvoir identifier des candidats potentiels et qui vont répondre à ce besoin. On est dans le processus ensuite de sélection de candidats, donc à différents types d'entretiens, complétés de tests, etc. Et ensuite, on est vraiment sur la présentation de la meilleure adéquation avec les attentes et les contraintes, donc la présentation des candidats. Il y a toute la phase d'intégration également, qui est une partie extrêmement essentielle également, des candidats et leur suivi, puisque l'objectif, c'est aussi de s'assurer qu'on a des candidats et des docteurs qui soient adaptés à la culture d'entreprise, qui soient en capacité d'évoluer avec les besoins de l'entreprise, qui s'intègrent bien dans l'organisation d'une entreprise, aux côtés de collaborateurs existants pour permettre une bonne dynamique et ne pas qu'elle soit affectée. Mais voilà, donc ce sont des étapes qui sont plus que nécessaires. Donc, le recrutement, les étapes et le processus ne s'arrêtent pas à la présentation d'un candidat, elle va au-delà. Elle va jusqu'au suivi dans le temps des personnes qui ont été recrutées. Alors, l'intégration et le développement, effectivement, on revient sur cette notion-là, et notamment de l'onboarding qui est structuré, qui fait que accueillir des nouveaux employés les aide forcément à s'acclimater. Et c'est un processus qu'il ne faut vraiment pas négliger, c'est-à-dire qu'il faut engager le collaborateur dès son arrivée, et voire même en amont, et lui permettre de s'acclimater rapidement à la culture d'entreprise et au processus de l'entreprise. Alors, ça va permettre quoi? Ça va permettre de comprendre vraiment la vision de l'entreprise, ses valeurs fondamentales et comment le rôle s'intègre dans les objectifs globaux. Ça permet de réduire le turnover. C'est vraiment cette notion d'engagement, d'imbriguer vraiment le candidat, en tout cas le docteur, le collaborateur vraiment dans l'entreprise, et ça permet aussi d'accélérer évidemment le temps nécessaire pour que les nouveaux employés deviennent plus productifs et contribuent à la mission de l'entreprise. Alors, il faut être en capacité, et c'est ce qui est fortement recommandé, de pouvoir proposer un parcours de carrière qui, justement, reconnaisse bien l'expertise unique des docteurs et leur permette d'exploiter pleinement leur potentiel. Alors, il faut permettre d'offrir des opportunités de formation aussi continue et de perfectionnement, permettre à chaque collaborateur vraiment de construire tout un parcours sur la durée et lui permettre de se retrouver et de pouvoir évoluer et qu'il soit aligné sur les compétences et les aspirations des docteurs. D'encourager évidemment des projets collaboratifs. On a vu que c'était l'un des facteurs de motivation. Il faut vraiment jouer sur ces curseurs-là qui permettent justement aux docteurs vraiment d'interagir vraiment avec différents départements et d'élargir vraiment leur impact au sein de l'entreprise et de reconnaître vraiment la contribution spécifique des docteurs, notamment à l'innovation et à l'avancement des connaissances
la production de connaissances et valoriser leurs compétences et leurs expertises de manière générale. Alors effectivement, on va mesurer le succès et permettre des ajustements, puisqu'il y a tout ce qui tourne autour des suivis des indicateurs, tels que le taux de rétention, qu'il faut bien prendre en considération, la satisfaction des recrues et de leur contribution à l'innovation, pour mesurer justement l'impact des stratégies de recrutement. Il y a alors le taux de rétention, il va permettre vraiment d'évaluer la capacité de la société à maintenir des talents donc en poste, des talents haut potentiel en poste et à réduire le turnover. C'est important également d'être en capacité à mesurer la satisfaction et la qualité des conditions de vie au travail des nouvelles recrues, puisqu'aujourd'hui, ça fait aussi encore vraiment partie des motivations des docteurs et des employés pour s'assurer qu'encore une fois, que les attentes sont bien alignées avec la réalité de l'emploi et l'environnement de travail, et d'évaluer la participation des nouveaux employés aux initiatives d'innovation. Ça, c'est plus que nécessaire, vraiment, pour permettre de voir si on peut faire émerger la créativité, pour permettre la progression technologique de l'entreprise et d'encourager évidemment une approche flexible et évolutive du recrutement, s'adapter aux tendances émergentes et aux exigences de l'industrie. Voilà, donc en conclusion, c'est vraiment de se dire qu'on va être dans un alignement stratégique. Donc, c'est encore une fois être aligné avec les objectifs de l'entreprise et les talents recrutés. C'est vraiment la clé de la croissance. C'est aussi l'attraction des talents, c'est très important. Il y a tous les partenariats universitaires, la présence dans les conférences académiques et une utilisation stratégique des réseaux sociaux sont essentiels aujourd'hui pour attirer les talents au potentiel. Et tout ce qui tourne autour de la proposition de valeur, elle doit être claire. La marque employeur, elle doit être attrayante. En tout cas, il faut favoriser l'attractivité de la marque employeur pour séduire et retenir les meilleurs candidats. On n'a pas le choix aujourd'hui, c'est vraiment le cœur même de l'attractivité. Les process d'onboarding sont également à vraiment inclure et à ne pas négliger. C'est plus qu'important, encore une fois, d'être dans cette notion d'engagement, de sentir que la personne se sente vraiment embarquée dans le projet, dans l'entreprise, avec les valeurs. Donc, un programme d'intégration doit être pensé, doit être efficace et crucial pour cet engagement et la productivité des nouveaux employés. Et puis, la mesure et l'adaptation, effectivement, c'est un suivi rigoureux des indicateurs dont on a parlé juste avant, et l'ajustement continu des stratégies de recrutement pour garantir la réactivité face aux évolutions du marché. Voilà, je crois que Amandine, tu vas pouvoir enchaîner sur la gestion des talents. Voilà, Tout à fait. Eh bien, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je suis Amandine Bunicourt, je suis donc cofondatrice et directrice associée d'Adoc Talent Management. Et pour faire très, très bref, pour me présenter, ma carrière, elle est sur 3 pieds. Un pied dans la recherche, un pied dans l'entrepreneuriat et un pied dans les RH depuis 16 ans maintenant. Tout d'abord, quelques mots pour vous dire que on vient de parler de recrutement et en fait, c'est inclus dans un chantier beaucoup plus global de stratégie RH qu'on peut appeler la gestion des talents et qui est vraiment un levier stratégique pour innover. Merci. En fait, la gestion des talents, elle va impliquer un continuum d'action qui va aller de la définition de la stratégie RH et son implémentation sur différents volets, donc l'identification, le recrutement, le développement et la rétention des personnes et des potentiels au sein de l'entreprise. Et clairement, aujourd'hui, on ne peut pas se contenter de se concentrer sur un volet en oubliant les autres dans l'équation. Donc, c'est quelque chose sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard dans ma présentation. Et puis, cet enjeu, en fait, il devient encore plus crucial dans un contexte concurrentiel, dans un contexte d'innovation, parce que c'est ce qui va permettre, comme l'a explicité Yamina, vraiment d'anticiper et de répondre aux besoins de l'entreprise qui évolue en permanence.
Et donc, c'est ce qui va finalement sous-tendre la capacité de l'entreprise à se démarquer sur son marché, à développer et améliorer ses produits en permanence et donc garder un temps d'avance par rapport à ses concurrents. Merci. Et évidemment, dans l'environnement où on évolue, on évolue dans un environnement qui est en mutation, en transformation, qui porte intrinsèquement une part d'incertitude, de mouvance. Et de fait, ça va renforcer le besoin d'agilité et de réadaptation en permanence des entreprises à leur contexte. Et finalement, quand ces changements, ils sont très fréquents et parfois aussi imprévisibles parce qu'on ne peut pas tous les anticiper, qu'ils soient au niveau de rupture technologique, d'avancée scientifique ou de transformation organisationnelle, de turbulences socio-économiques, environnementales ou d'autres. Les outils qu'on utilise classiquement dans les sphères RH, les outils de gestion prévisionnelle des emplois et compétences, vont être parfois difficiles à mobiliser. Et alors, je vais enfoncer des portes ouvertes en disant ça, mais tout le monde s'accorde à dire que le 21e siècle est vraiment marqué par, on va dire, deux choses. À la fois la pénurie de main-d'œuvre qualifiée, donc ce qu'on a mis derrière la fameuse guerre des talents, et puis par une hyper-compétition globale. Ce qui fait que d'un point de vue tout à fait business, je vais commencer par là, aucun des avantages concurrentiels n'est finalement durable. On va en combiner plusieurs et souvent éphémères et finalement, même des entreprises qui sont de longue date sur un marché sont amenées à se remettre en question et remettre en jeu à chaque évolution du marché, à chaque sortie de nouveaux produits, leur position. Et quand on est dans ce qu'on appelle une innovation-driven economy, finalement, la part que va prendre le poids de l'innovation dans la création de valeur et dans la valeur des produits va augmenter très sensiblement, puisque du coup, il y a eu une permutation du ratio entre coût de conception, donc ce qui va inclure la R&D, le design, le marketing, et coût de production des produits. On est passé d'un 30-70 à un 70-30. Donc, vous voyez que finalement, tout l'amont et tout ce qui est lié à l'innovation est un enjeu crucial. Et c'est vrai que ça va générer le fait que finalement, quand les entreprises vont plus pouvoir s'asseoir sur leur laurier concernant leur position sur le marché, elles vont en permanence être amenées à essayer d'anticiper le prochain virage quand c'est possible. Il y a des virages qui sont plus difficilement anticipables. Et ça, forcément, ça a un impact très fort sur les ressources humaines dont on a besoin en interne, sur les recrutements à conduire et sur les parcours internes aussi des personnes au sein des entreprises. Et ça a fait aussi évoluer, je vais y revenir dans quelques slides, fait évoluer et générer une tendance de fond à passer d'un recrutement qui serait sur qualification ou sur compétences vers une volonté d'attirer et retenir des talents. Et je reviendrai aussi sur cette notion de talent en suivant. Je te laisse. Voilà. Alors, dans vos structures qui sont innovantes, finalement, vous êtes foncièrement dans ce qu'on disait sur ce contexte mouvant et incertain, avec une évolution qui est constante.
Alors, c'est à la fois le cas d'entreprises où l'innovation technologique ou non technologique, d'ailleurs, ça peut être de l'innovation d'usage est vraiment au cœur de la proposition de valeur. Donc, je sais qu'on a dans la salle des lauréats PhD, donc je les salue. Et vous voyez aux étapes où vous êtes en train de réfléchir votre future entreprise, il y a vraiment des étapes clés en termes de définition de la stratégie RH, que ce soit à la création ou dans les étapes d'accélération pour les futures licornes. Et finalement, d'une entreprise ou d'un projet, on peut encore parler d'entreprise qui est centrée sur la maturation d'une technologie qui doit permettre de répondre à un besoin du marché, progressivement, vous allez passer vers une entreprise qui produit un produit certifié, qu'il commercialise sur un marché mondial. Donc forcément, sur tous ces milestones-là, le pool de talents et de compétences dont vous allez avoir besoin va énormément évoluer. Et donc, c'est autant de défis, c'est des défis qu'on appréhende bien à ces stades-là, mais qui sont aussi très réels, en fait, de notre vécu pour des entreprises matures, où il y a déjà une culture qui est en place, des habitudes qui opèrent. Et finalement, c'est aussi un vrai lot de défis quand on va être amené à vouloir de nouveau se mettre à innover dans ce type de structure avec une vraie gestion du changement associé. En tout cas, que ça soit le type 1 ou le type 2, on va dire, d'entreprise, le point commun entre les deux, ça va être qu'il y a cette évolution des réalités internes et donc nécessairement des compétences qui vont être nécessaires entre l'instant T plus 1. Certains auteurs vont parler d'obsolescence des compétences métiers dans ces contextes-là. Et ça va du coup générer finalement un curseur peut-être un peu différent entre les compétences métiers qui peut-être à l'instant T+1 deviendront moins clés dans la réussite de l'individu, vers un besoin de profils qui sont capables d'inventer, d'impulser, d'accompagner cette transformation, qui sont à l'aise aussi dans ces environnements extrêmement mouvants et qui vont ne pas avoir peur de sortir de leur zone de confort, au contraire, le rechercher. Et ça va aussi augmenter l'importance des métacompétences dont parlait Yamina tout à l'heure, donc l'adaptabilité, la capacité à apprendre, qui vont finalement sous-tendre ce qu'on appelle le potentiel de l'individu. Alors, qui vont pas être suffisants, mais qui vont sous-tendre de concert avec l'engagement de l'individu. Et pour faire un petit écho au fait que donc nous, ça fait 16 ans qu'on est des acteurs du recrutement de PhD. Ce changement, cette évolution vers ces attentes et notamment de capacité à apprendre en permanence, ça fait partie des vrais leviers pour l'emploi des docteurs dans les différentes sphères du tissu socio-économique. Très, très clairement, ce dont je vous parle, ça remonte peut-être à la fin du XXe siècle, mais récemment, les crises qu'on a pu vivre ont cristallisé finalement ces phénomènes ou les ont mis en lumière. Je ne sais pas si je prends par exemple la crise Covid-19, elle a très, très largement accéléré la transformation digitale, puisqu'il y avait quelque part ce côté indispensable de s'adapter pour survivre. Et puis, ça a été aussi bien documenté du côté des candidats cette fois, où en parallèle à ça, on a vu vraiment
une importance clé qui est documentée d'ailleurs scientifiquement, de la recherche de sens des candidats, sens au travail, ce qui a généré d'ailleurs une vague de rupture de carrière sur les dernières années, et une volonté de s'engager dans des secteurs à impact. Alors, du coup, finalement, associé à ça, associé au fait que progressivement, on va vers recruter des talents, c'est lié à une forme de crise du modèle de la compétence, alors qui est vraiment le modèle qui est dominant depuis les années 80. Dans les auteurs qui sont toujours cités autour de la compétence, il y a tous les travaux de Lobotorf, qui avait défini du coup la compétence comme la résultante des ressources qu'on porte en nous et qui sont de différentes natures et qui sont donc nos compétences et qu'on va mettre en œuvre dans une situation donnée. Et il avait explicité à très juste titre, je ferai écho tout à l'heure, la différence entre le fait de détenir une compétence et sa mise en œuvre qui implique le triptyque de savoir agir, pouvoir agir et vouloir agir. Et là, sur la slide, on a rajouté aussi les éléments apportés par Zarifian. Alors, je ne vais pas les détailler tous, mais je trouve qu'il y a un éclairage qui est intéressant sur l'orientation vers l'activité de service. Donc, la compétence pour répondre de manière pertinente aux demandes, aux besoins du client, d'usagers, etc. Et ça met aussi en exergue la nécessité d'adapter finalement la gestion des compétences à la complexité et au changement finalement sur le marché du travail. Et je reviens sur du coup cette difficulté à maintenir en permanence des systèmes de gestion des compétences quand l'environnement est en perpétuelle transformation et changement. Et puis, il y a une des limites aussi du modèle de la compétence qui est finalement d'avoir des difficultés à trouver une clarté dans le lien entre compétences et salaire. Et on va aller de plus en plus vers une individualisation des rémunérations qui seront davantage basées sur la performance et non sur le poste ou sur les compétences. Du coup, on est en train de passer d'une vision qui serait plutôt statique, où un individu porte un stock de compétences, vers une appréciation beaucoup plus dynamique du potentiel d'un individu, donc ce qui va inclure l'aptitude à l'apprentissage, à acquérir de nouvelles compétences. Et bien sûr, pour les individus, on va chercher à identifier et cultiver le potentiel. Et on peut aller jusqu'à se dire on est en train de changer de paradigme et passer d'un recrutement qui serait davantage sur potentiel que sur compétences. Alors, dans la réalité, ce qu'on voit, c'est différents curseurs finalement entre les deux. Dans certains cas, finalement, on va se centrer sur se dire j'ai un objectif à court terme sur lequel il faut que je délivre, et les critères d'opérationnalité directe dans le poste vont peut-être prendre le pas sur l'évaluation du potentiel. Alors, bien sûr, c'est le cas sur un CDD, ça peut être le cas quand on a un milestone à atteindre de manière très brève. Et puis, on va jusqu'à l'extrême inverse dans ce qu'on voit, où finalement, les évaluations des candidats vont se concentrer sur leur posture, leur capacité cognitive à réfléchir sur une problématique complexe, une problématique nouvelle.
c'est un petit peu ce qu'on verrait plus, par exemple, dans les cabinets de conseil en stratégie. Et puis, il y a plein de choses qui sont très mixtes, très hybrides entre les deux. Ou par exemple, on peut se dire, on va recruter peut-être sur compétences, mais en étant sensible à détecter des talents et des potentiels. Et puis derrière, sur ceux où ça va se confirmer pendant le parcours dans l'entreprise, on les fera rentrer dans des programmes de développement personnel. Donc voilà, ça fait en tout cas plusieurs fois que je propose, que je prononce le mot talent. Alors, je te laisse passer sur la slide suivante. Du coup, le talent finalement d'un individu va venir comme un levier de la performance des organisations, en particulier dans les contextes innovants et compétitifs. Donc, finalement, il y a cette question d'excellence individuelle, alors qui n'est pas forcément à l'échelle de l'ensemble des individus qui constituent une organisation. C'est souvent plutôt un petit nombre de personnes clés sur lesquelles la performance de l'organisation va reposer. Et en fait, c'est ces personnes clés qui vont être désignées derrière le qualificatif de talent. C'est pas forcément des leaders, c'est pas forcément des dirigeants. Ça va être vraiment des personnes qui ont des atouts vraiment hyper importants au sein de l'entreprise, qui vont contrôler certains processus. Ça peut être un développeur de talent dans une entreprise du digital, ça peut être un chercheur qui détient une expertise cruciale pour lever un verrou, qui va permettre de développer derrière une proposition de valeur différenciante. Ça peut être un footballeur de génie dans un contexte complètement autre. Mais en tout cas, c'est un point, un point assez clé, alors qui ne sera pas sans défi, puisque du coup, la gestion et la rétention des talents clés va devenir quelque chose d'important. Alors, dans les exemples célèbres, il y a celui dans la Silicon Valley où il y a une guerre entre les startups, une guerre des talents entre les startups, notamment du numérique, qui a été largement médiatisée dans les années 2000. Et après, l'idée, c'est de se dire quels sont mes top talents, donc les talents les plus productifs, et comment je vais chercher à les maintenir par la rémunération, avec toutes les limites que ça a, qui conduit à une vraie surenchère. Et puis aussi en proposant des avantages autres. Alors que ce soit dans le travail ou des avantages annexes. On a mis l'exemple des salles de jeu ou des assistants personnels. L'idée étant derrière de se dire comment on va faire pour que ces high flyers se concentrent sur la valeur clé qu'ils apportent à l'entreprise et apportent le plus de valeur possible. Alors, du coup, dans ce modèle de gestion des talents, il y a aussi tout l'enjeu d'avoir un modèle managérial adapté. Je fais schématique pour pas rentrer dans tous les détails, mais à la fois sur la durée, mais aussi en fonction des types de contextes, des finalités d'une organisation. On va aller d'un management qui peut être directif et qui serait plus un management par la qualification, un management qui sera peut-être plus participatif dans les modèles de management par compétences et au talent, et jusqu'à finalement dans
ce modèle vraiment de gestion des talents, un manager qui prend un rôle de coach quelque part, qui est là vraiment pour accompagner les talents dans leur individualité à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et donc, son rôle clé, c'est de réunir les conditions d'exercice du talent et du potentiel via les conditions qui vont permettre l'engagement, qui vont permettre le dépassement de soi, via aussi un modèle basé sur la confiance, la latitude d'action, et puis jouer un effet miroir aussi sur permettre aux talents de prendre conscience de ces talents et les valoriser dans la structure. Un autre point qui me semblait important, alors je finirai quasiment là-dessus, mais c'est que en parallèle à ces évolutions, donc ce monde du travail mouvant, ces évolutions de la vision de la gestion des talents, forcément les attentes évoluent et les fonctions évoluent, et notamment les fonctions RH et les fonctions managériales. Donc le rôle clé, il va devenir de le construire, ce collectif qui est fait d'individualité dont il faut garantir qu'on va, que le potentiel va pouvoir s'exprimer pleinement. Et c'est vrai que on le voit dans des structures de nature et de taille très, très variées, notamment au niveau des fonctions RH. On est passé d'une vision qui parfois pouvait être relativement exécutante ou administrative à vraiment se dire c'est une fonction qui est hyper stratégique, qui est hyper centrale dans la guerre des talents. Et du coup, avec cette transition et ce niveau plus stratégique pris jusqu'à avoir des Chief People Officers, avoir vraiment un rattachement directement à la direction générale. On a finalement étoffé aussi les missions de ces services avec du coup, au cœur de la fonction, la gestion et l'accompagnement des carrières, l'attraction et la rétention, l'inclusion aussi des individualités dans leur unicité. Et bien sûr, en parallèle à ça, pour asseoir cette transition vers le modèle des talents, il y a aussi un rôle important et fort des C-level dans l'entreprise, qui vont être là pour finalement définir la stratégie et puis l'implémenter à travers un modèle organisationnel qui va permettre aux talents de s'exprimer. Le management intermédiaire aussi va avoir un rôle clé pour notamment dans une relation qui doit être de plus en plus individualisée. Alors, ça, je vais le sauter parce que ça viendra peut-être dans les questions, mais c'est clair qu'effectivement, à chaque étape, il y a des choses qui vont être à mettre en place et des enjeux sur les différentes étapes, mais je le garde éventuellement pour après, parce que je vois qu'il est à 52. Voilà, juste pour conclure très, très brièvement sur cette seconde partie, le management des talents aujourd'hui, c'est une réponse à la fois à l'incertitude dans laquelle on évolue et puis à un contexte d'innovation et à l'exigence de performance individuelle, avec du coup cette approche qui se doit d'être plus personnalisée, plus flexible et qui va reconnaître chacun dans son unicité et dans son potentiel. Et donc, bien sûr, au niveau de chacune de vos organisations, il y aura un modèle et des actions à mettre en place autour du management et de la gestion des talents. Alors aujourd'hui, il n'y a pas un modèle, on va dire, universel et qui s'adapterait à toute situation. L'idée,
ça va être d'avoir un diagnostic qui vous sera propre pour du coup avoir finalement quelque chose qui soit cohérent et opérationnel dans votre contexte. Je m'arrêterai là. Super, merci beaucoup Yamina et Amandine. Alors, est-ce que, on a encore 5 minutes, est-ce que quelqu'un aurait une question en particulier à poser? Il y avait une question qui avait été posée dans le chat. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose, la rémunération basée sur la performance plutôt que sur le poste? Tu veux la prendre ou je la prends, Yamina? Je vais te laisser répondre, Amandine. Je te remercie. Alors, Romain, il faut que ça soit cohérent vis-à-vis de la culture de l'entreprise et que ça soit explicité. C'est-à-dire que finalement, dans ce que j'apportais d'un point de vue d'identifier les talents clés dans une entreprise, c'est aussi se dire la valeur apportée par chacun n'est pas la même. Et derrière ça, il va y avoir un levier pour se dire, c'est finalement assez logique en fonction de la valeur perçue que le salaire soit aussi différent, même si peut-être le poste occupé à du même titre au départ. Mais il faut l'assumer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire je fais ça sans que ça soit cohérent vis-à-vis de ton modèle managérial, vis-à-vis de ce que d'autres pourraient percevoir comme moi, on m'aime moins ou je ne sais quoi. Enfin, ça peut créer des frustrations aussi. Mais c'est vrai que dans ce modèle de gestion des talents, de toute façon, il y a une logique d'espèce de contrat moral entre l'employeur et le collaborateur qui peut aller jusqu'à du partage du risque quelque part. Donc, je pense que dans un environnement start-up, notamment, ça peut être complètement cohérent. Et après, c'est pas que la rémunération, ça peut être aussi via, par exemple, des BSPCE ou d'autres modalités qui vont te permettre de différencier en fonction de l'engagement, de l'impact de chaque collaborateur, de différencier finalement ce à quoi ils auront accès dans un but de retenir tes talents clés que tu auras vraiment besoin de retenir. Merci Amandine. Est-ce qu'il y a une dernière petite question pour terminer? Ok. Bon, si pas d'autres questions, je vais conclure très rapidement. Donc, sachez que Ad Hoc Talent Management propose pour toute structure en lien avec l'innovation et de la recherche tout un éventail de missions d'expertise qui a pour but de vous permettre de faciliter le développement et la mise en place de vos stratégies RH. Donc, ce sont des missions qui s'articulent autour de 3 niveaux d'intervention, des missions de sensibilisation, d'audit et de développement, que l'on adapte bien sûr à vos besoins et à votre structure. Et donc, ces missions s'articulent autour de 8 grandes thématiques. Et parmi celles-ci, on a la thématique de la diversité et de l'inclusion, qui est un enjeu principal pour toute structure. On a aussi donc une thématique autour de la santé et du bien-être, l'idée de favoriser la rétention et le bien-être de vos collaborateurs, pardonnez-moi, avec la notion, la problématique autour du stress et de la motivation. On a également une intervention autour de la créativité et au niveau de l'innovation, dans le but de stimuler la créativité de vos équipes et ainsi générer de nouveaux projets d'innovation. Et puis, bien sûr, on a une expertise autour de la stratégie RH, donc tout ce qui vient d'être, bien sûr, vous êtes apporté par Amandine et Yamina, dans le but de vous accompagner dans la mise en place d'une stratégie de ressources humaines au service de l'innovation. Et pour terminer, je fais l'annonce du prochain webinaire que l'on organise donc le mercredi 3 avril.
à 13h, qui sera en fait présenté par Alexandra et Eric Bonetto, qui sont tous les deux chercheurs au sein de notre laboratoire interdisciplinaire sur le doctorat. Donc, ce sont 2 chercheurs en psychologie sociale et ils nous parleront du stress dans un contexte du monde du travail, notamment de la recherche, de ses conséquences et des solutions que l'on peut mettre en place pour le réduire et pour le prévenir. Voilà, donc là, vous pourrez vous inscrire au webinaire si cela vous intéresse d'ici la semaine prochaine via nos réseaux sociaux. Voilà, je vois qu'il y a une dernière question qui est arrivée. Je ne sais pas si on a le temps d'y répondre. La question, c'est: ne pensez-vous pas qu'individualiser une relation managériale engendre la perte d'une légitimité de l'autorité d'un manager? Alors, je vais répondre par une autre question d'abord. Pourquoi l'individualiser ferait perdre de la légitimité au manager? Là encore, ça dépend aussi du modèle organisationnel et du modèle de management que vous avez en place ou que vous souhaitez mettre en place. Et faites ça en cohérence avec comment vous vivez aussi le rôle d'un manager, parce que ce que je présentais notamment, c'est que dans la gestion des talents, le manager, il a un rôle finalement de coach, donc d'accompagner aussi le développement de ses collaborateurs. Après, là encore, ça dépend comment vous vivez, vous voyez la légitimité d'un manager. Si vous êtes plutôt sur il faut qu'il donne les consignes et qu'in fine, il prenne les décisions, peut-être que c'est pas adapté. Si vous êtes plutôt sur vous dire, finalement, le rôle d'un manager, c'est de donner toutes les conditions de réussite et d'expression des talents, je pense pas que l'individualisation soit un frein. Merci beaucoup Amandine pour cette réponse. Hyper claire. Merci. Parce que moi, je me suis dit qu'elle était hyper alambiquée, donc merci Thomas. Qu'elle était... Eh bien, je vous propose que l'on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci encore Amandine et Yamina pour votre présentation très complète. Merci à tous d'avoir assisté donc à ce webinaire et puis peut-être donc au prochain qui aura lieu donc début avril. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée.